Moi, je vais vous parler de l'or en alluvion, pour compléter un peu ce qui a été dit très justement tout à l'heure, et pour vous permettre de comprendre la lecture du paysage liée à ces mines d'or qui ont été exploitées il y a 2000 ans. Un paysage qui reste toujours affecté par ces mines, puisqu'on arrive encore à les lire dans le paysage. Donc, quand on parle de bouleversement géomorphologique, de bouleversement du paysage, 2000 ans après, on l'a encore. Donc une mine d'or, l'or dans la nature, on le retrouve dans deux gisements, les gisements primaires et les gisements secondaires. Les gisements primaires ce sont en général des filons ou des dalles, des formations liées au volcanisme. Avec le temps et l'érosion, les filons et les montagnes qui sont autour s'érodent et l'or se retrouve dans les terrasses d'un plaine alluviale disséminés, et par des phénomènes de gravimétrie, d'accélération, par différents phénomènes de dépôt, on a des secteurs qui se trouvent plus riches que d'autres. Sur le secteur qui nous concerne, là autour du bassin de la Nive, on ne sait pas où se trouve le gisement primaire. Les géologues qui ont étudié la question pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose qui se trouvait avant autour de la montagne d'Artaménie. Voilà. Alors comment on fait pour sortir l'or d'une terrasse alluviale? En fait, l'or, il a une particularité, c'est qu'il a une densité de 19,3, c'est-à-dire qu'un litre d'or, ça pèse 20 kg. En comparaison, le sable, l'argile, en fait, tout ce qui est terre, on est vers 2,5. Donc si on jette dans une colonne d'eau deux grains qui ont la même taille, un grain de sable ou d'argile et de l'or, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'accélération de la gravité terrestre, l'or va arriver plus rapidement que le reste au fond. Si on en jette beaucoup, on va avoir l'or qui va arriver plus nombreux au fond. Si on reproduit cette expérience dans un plan incliné, sur lequel on va faire passer une lame d'eau et sur lequel on va lâcher des bouts où les particules ont à peu près toute la même taille. Donc il va se passer le même phénomène, l'or va arriver plus rapidement au fond, et pour pas qu'il s'en aille, au fond de la table inclinée, qui s'appelle un Suisse, on a des aspérités, des moquettes, une toison d'or, comme ça se pratiquait auparavant, de la fougère. Si on jette beaucoup de particules, eh bien on va avoir l'or qui va être plutôt en haut, les stériles qui vont partir, et il suffira de récolter les aspérités, la fougère, la toison, la peau de l'animal, et de faire un lavage, de brûler pour récupérer l'or dans le sang. Alors, dans la pratique, comment on fait pour récupérer tout ça? Donc, en premier, il faut de l'eau. Parce que l'eau va servir au traitement. Pour disposer d'eau, il y a 2000 ans, on construisait des canaux, des bassins, des aqueducs pour disposer de quantités d'eau suffisantes en tête des chantiers. Ensuite, l'eau servait d'agent d'érosion pour immobiliser la terrasse alluviale. Il fallait que chaque particule puisse se transformer. Chaque particule d'argile ou d'or puisse se transformer en flot d'eau. Par exemple, sur une photo des États-Unis du XXe siècle, on voit ensuite les étapes suivantes, le découpage. Ici, les gens qui travaillent dans l'eau prennent les gros galets, les lavent, laissent les particules fines dans le torrent de boue, et tout ce qui est propre, les cailloux, sont jetés en stérile sur les côtés. Puis arrive la phase finale qui consiste à piéger les particules dans la table inclinée dont on parlait tout à l'heure. Alors, ici en Afrique, c'est une table qui est très courte, mais on peut avoir une table très longue qui permet un tri beaucoup plus fin, et c'est ce qui a été utilisé comme méthode dans la vallée de la Nive. Pour l'aspect technique, maintenant on va passer aux vestiges tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc les mines d'or en alluvion, les mines d'or
anciennes, il y en a très très peu, en Europe et même dans le monde. Là, vous avez une carte de l'Europe, ça pourrait être absolument à peu près la même chose. Vous voyez, il y a 9 petites zones entourées de cercles verts. Il s'agit des 7 mines d'or anciennes qu'on a vu identifiées. Ça veut dire que le patrimoine archéologique qu'on a en ce moment autour de Sassou, c'est un patrimoine inestimable. Donc voici une cartographie des vestiges de mines d'or qui a été faite par Béatrice Coé, une archéologue de Toulouse, qui a travaillé sur le site. Donc vous voyez la densité des vestiges miniers en rouge, qui reprennent d'ailleurs à peu près votre carte des cours d'eau, tout à l'heure, avec puisqu'en fait, la plupart de ces petits cours d'eau qu'on a actuels et qu'on prend des cours d'eau naturels qui ont été là, qui sont là depuis la nuit des temps, en fait, ne le sont pas, et sont des résidus fossiles du système d'irrigation qui a été mis en place il y a 2000 ans pour exploiter l'or. Donc vous voyez à quel point encore tout le paysage du labour intérieur, en fait, est totalement impacté et résulte complètement de l'exploitation aurifère. Il n'y a quasiment aucune colline, aucune bosse qui est naturelle. Voici un exemple de ce que ça peut donner sur le terrain. Donc ça c'est à Sassou, derrière l'Intermarché, c'est au niveau du camp de César. Et on voit ici, à côté de l'arbre mort du haut, là, un léger bassin. Donc là, on est au sommet d'un chantier, en fait. Et c'est un bassin de stockage dans lequel on stockait de l'eau qui est amenée par un aqueduc. Donc les traces des aqueducs, on les connaît, on les voit encore. De l'eau était stockée là, et on faisait un lâcher d'eau, en fait, au sommet du chantier, pour démobiliser la terre, l'alluvion aurifère. C'est le système de la chasse d'eau, en fait. Ici, vous avez d'autres chantiers qui se trouvent au quartier Bassebourg, comme on se connaît depuis Sassou. On est en fait sur le flanc sud de Toulon, donc de l'aérodrome. Et si pour ceux qui connaissent, en fait, on a toute une série comme ça de tranchées qui en fait semblent naturelles. C'est toutes les petites forêts parallèles, en fait, sont d'anciennes aurières. Donc, on peut dire que tout ce secteur encore est aurifère. Voilà, entre chaque tranchée, il y a encore de l'or. Ici, vous avez une autre vue, toujours, c'est à cheval, non, peut-être que ça soit même. C'est toujours au camp de César, et là, c'est un chantier qui est assez spectaculaire, que dans notre typologie, on appelle un chantier cirque, parce que ça fait des cirques immenses, comme ça, complètement tordus, avec tout un système de canaux sur le dessus, et qui ont mobilisé des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre à l'époque. Donc, en gros, on a voilà le genre de but que ça laisse dans le paysage. Vous voyez derrière, c'est la centrale à ciment du qui est installée au cœur du site. Donc là, vous avez en gros une bosse sur deux. Une des bosses que l'on voit est un résidu de la terrasse ancienne. Donc elle est encore aurifère. On va dire que la terrasse se situe à ce sommet-là. Elle n'a pas été exploitée sur cette espèce de picot. Et l'autre, en fait, c'est un tas de galets et de résidus, puisque comme je montrais tout à l'heure sur les photos, quand les mineurs font des flots boueux et des fouilles, et qu'ils enlèvent les grosses parties du flot boueux, ils jettent du galet de part et d'autre, et donc ça fait des monticules de galets. Et en gros, tous les minerais du village de Sassou sont construits avec ces débris miniers. Là, on est toujours à Sassou en bord de Nive. Donc ça, c'est un secteur minier sans doute un des plus importants qui va quasiment jusqu'au terme de Cambo, depuis l'ancienne décharge de Sassou à Echenica, puisque pour la petite histoire, la décharge de Sassou a changé 2 fois de place et les 2 fois elle était dans les mines. Donc là, c'est l'ancienne décharge. Et donc là, vous êtes dans une paysage un voluménaire comme ça, de creux et de bosses, qui est complètement artificiel, et auquel les gens se sont habitués, parce qu'ils l'ont toujours vu là, en fait, mais qui est totalement artificiel. Voici les coupes qui ont été faites dans les mines. Alors à gauche, vous avez une réexploitation de bâtiments, en fait, en carrière de déblais miniers anciens, donc c'est là de galets. Et à droite, vous avez la même chose, mais là, ils ont tapé dans des terrains en place, dans des terrains aurifères. Voilà. Voyons ce que ça donne en coupe
Ici, après le tri, en fait, après le classement, et à droite, le terrain amphithéâtre, qu'on peut le voir. Donc, pour conclure un peu sur cette partie historique, comme si ça ne suffisait pas, comme si on ne s'était pas rendu compte que le site était vraiment très important, on a un témoignage, et pas loin, puisque c'est celui de Strabon, un géographe grec du 1er siècle avant notre ère, qui dit, en parlant en fait du golfe de Gascogne, les bords de ce golfe sont occupés par les Tarvéniens, donc ces peuples qui habitent ici à l'époque, possèdent les mines d'or les plus productives de toutes, car les fosses peu profondes comme ils creusent, et l'âme d'or allant jusqu'à remplir la mer. Donc c'est un peu exagéré, mais pas tellement. Pas tant que ça, on va avoir de grosses paillettes. Certaines de ces lames ont parfois besoin d'un léger raffinage, tandis que le reste du minerai se présente sous la forme de paillettes et de pétriques qui ne demandent elles aussi qu'un traitement réduit. C'est parce qu'en fait, tous les procédés de concentration, etc., à l'époque antique, se faisaient, on va dire, mécaniquement, sans chimie, sans rien. Alors évidemment, il peut y avoir, au niveau des zones de concentration, un peu d'arsenic, mais ça reste vraiment, c'est dérisoire. À l'époque, franchement, c'était pas vraiment le gros ravage que ça a fait à l'époque, parce qu'on n'en a pas conscience, on en est même fiers, c'est étonnant, mais c'est le bouleversement du paysage. Parce qu'il faut imaginer un paysage, l'avant-mine sur ce secteur, ça devait être des terrasses alluviales planes, enfin, ça n'a rien à voir avec le personnage, le paysage qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, juste pour terminer, on a demandé, nous, en fait, à venir aujourd'hui à cette réunion, hein, c'est un peu agité, parce qu'on trouvait que c'était bien, on parlait des patrimoines, etc. On trouvait que c'était dommage de ne pas parler de patrimoine, donc on voulait rajouter ce bruit-là. Et puis parce que comme on est archéologue minier, on a aussi une connaissance des mines, même des mines assez récentes, et donc on est susceptible de pouvoir répondre à certaines questions. Donc pour la dernière info que je voulais donner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, donc la DRAC qui a été concertée, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, n'a pas émis d'avis défavorable au projet. Donc on est face à un patrimoine qui est vraiment en danger. Si l'exploitation, si la prospection se fait, si la prospection, il risque d'y avoir exploitation, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite en fait. Donc si ça arrive, c'est tout le patrimoine qui disparaît, c'est une catastrophe écologique, et c'est surtout, à mon avis, ça va surtout être choquant pour les gens, parce que ça va être une transformation totale du paysage. C'est-à-dire que tout le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître. Voilà. Le permis évoque 44 sites. Est-ce que vous confirmez? En fait, ça c'est administratif, c'est-à-dire qu'à la DRAC, le service régional de l'archéologie, en gros, chaque fois qu'on donne un point GPS pour un site, ça fait une entité archéologique. En réalité, il y a un site. Alors on le connaît encore mal parce qu'on ne l'a pas fouillé. On sait qu'il est antique, on ne sait pas vous dire s'il est que de l'âge du fer, s'il a perduré 2-3 siècles, on ne le sait pas. Mais on peut parler de mine d'Artaï, c'est bien un site archéologique majeur.